Donc, je vais continuer mes cours de comptabilité. Aujourd'hui, on va aborder la séance numéro 4. On va parler du journal général, du grand livre, de la balance, du bilan et du compte de résultats. C'est-à-dire que je vais vous montrer comment est-ce qu'on établit chacun de ces documents, à commencer par le journal général, qui est donc un document qui permet d'enregistrer au jour le jour l'ensemble des opérations émises ou reçues par l'entreprise. Donc ce qui est important pour moi, c'est de vous montrer la présentation de ce document et vous indiquer comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on enregistre les écritures dedans. Donc un journal général, déjà, c'est pas la même chose que ce qu'on appelle un journal divisionnaire, c'est-à-dire un journal général va reprendre l'ensemble des écritures de l'entreprise sans distinguer le type d'écriture, c'est-à-dire qu'on ne va pas distinguer les achats, les ventes, les opérations diverses. On va tout enregistrer dans un même document, donc un journal général. Et donc ce document peut se présenter de la manière suivante, comme dans le schéma que je vous indiquais ici. Dans une colonne, ce que j'ai appelé la colonne numéro 1, on va mettre les numéros de compte. En respectant la règle suivante, on va toujours commencer par mettre le numéro de compte débité ou les numéros de compte débités avant le ou les numéros de compte crédités. Ensuite, on mettra dans la colonne suivante dans les noms des comptes. Là aussi, il y a une règle, c'est-à-dire qu'on va au départ mettre dans le nom du compte à gauche ce qui correspond au compte débité et il y aura un petit décalage pour indiquer le nom du compte ou l'intitulé du compte crédité. Donc, première colonne, le numéro de compte, deuxième colonne, les noms des comptes, troisième colonne, réservée aux sommes débitées et quatrième colonne, réservée aux sommes créditées dans les comptes. Donc, une fois qu'on a saisi une écriture, on va mettre ce qu'on appelle un libellé. Le libellé, ça va être une phrase qui explique, qui indique l'écriture qu'on vient de saisir. Ça peut être donc soit un petit mot qui explique l'écriture, ou alors, le plus souvent, le numéro d'un document, puisqu'il permet ensuite, lorsqu'on fait des recherches, de retrouver plus rapidement le document. Donc voilà, premier document expliqué, donc le journal général, avec sa présentation. Une fois qu'on a établi un journal général, on va ensuite établir un grand livre. Qu'est-ce que c'est qu'un grand livre? Le grand livre, c'est tout simplement la reprise de tous les comptes du journal avec le totaux de ces comptes, les crédits de ces comptes et le solde. C'est-à-dire pour chaque compte du journal, on va calculer l'ensemble des sommes débitées. On mettra l'ensemble des sommes créditées et on calculera le solde de ce compte. On verra qu'ensuite, ça va nous servir pour établir une balance et vérifier si la partie double a été respectée. Donc, le grand livre, c'est la reprise de tous les comptes du journal avec les totaux débits, totaux crédits et soldes. Et lorsque vous avez établi votre grand livre, on va justement vérifier si l'ensemble des écritures qu'on a enregistrées respecte la partie double en établissant une balance. Donc, à quoi ressemble une balance? Une balance, c'est un document qui peut avoir cette forme-là. Vous avez une colonne où on va indiquer les numéros de compte de la balance. Là encore, on a une règle qui est celle-ci. Les numéros de compte de la balance, donc dans la première colonne, vont être mis dans l'ordre croissant des classes du plan comptable. C'est-à-dire qu'on commencera à mettre d'abord tous les comptes de la classe 1, ensuite les comptes de la classe 2
etc., etc. Et si vous avez deux comptes d'une même classe, par exemple 201 qui est un compte de la classe 2 et 207 qui est aussi un compte de la classe 2, on mettra d'abord le compte 201. Donc il y a un ordre à respecter également. La colonne 2, évidemment, on retrouvera dedans les noms des comptes. Dans la colonne suivante qui est divisée en deux, on mettra donc les montants qu'on a repris du grand livre, les totaux de chaque compte, total débit, total crédit, et le solde est mis dans les deux dernières colonnes. Si vous avez un solde débiteur, donc on mettra le montant dans la colonne débit, solde débit. Et si on a un solde de créditeur, on mettra le montant dans la partie solde crédit. Alors, le but étant de vérifier si la partie double a été respectée, on va justement vérifier cela en voyant si les totaux débits sont égaux aux totaux crédits et si les soldes débiteurs sont égaux aux soldes créditeurs. Donc si on a cette égalité, cette double égalité, c'est qu'on a respecté la partie double et on dira que notre balance est équilibrée. Et une balance équilibrée permet d'établir deux documents qui sont très importants pour une entreprise, qu'on appelle les documents de synthèse, qu'on établit une fois à la fin de l'exercice comptable, c'est-à-dire le bilan et le compte de résultat. Donc, comment se présente, pour commencer, un bilan? Bon, d'abord, c'est important de le savoir, au niveau du plan comptable, le bilan va reprendre les comptes de la classe 1 à la classe 5, alors qu'on verra tout à l'heure que le compte de résultat reprendra les comptes donc de la classe 6, les charges, et la classe 7, les produits. Donc revenons sur le bilan. Dans le bilan, on a, comme dans un grand compte entier, deux parties. La partie gauche qu'on va appeler actif et la partie droite qui est le passif. Dans chaque partie, actif et passif, on a une sous-division en deux parties. Il y a l'actif immobilisé, donc qui va concerner tous les éléments acquis par l'entreprise, mais qu'elle va garder durablement, le mobilier, matériel transport, matériel industriel. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est pourquoi on achète ces biens, à quoi sont destinés ces biens. Si les biens sont destinés à rester durablement dans l'entreprise, on parlera d'actifs immobilisés, alors que l'autre partie qu'on appelle l'actif circulant, ce sont des biens qui vont se transformer plus ou moins rapidement en argent liquide. Justement, dans le langage comptable, on dira que l'actif a des comptes qui sont classés par liquidité croissante, c'est-à-dire plus vous allez vers le bas de votre actif, plus les éléments deviennent liquides, c'est-à-dire se transforment en argent liquide, tout simplement. Pour le passif, vous avez également deux parties bien distinctes, les capitaux propres et les dettes. Alors, les capitaux propres, en fait, ça peut correspondre aux sommes, aux ressources que vous apportez, qui vous appartiennent, qui appartiennent à l'entreprise et qui ne sont pas dues, c'est-à-dire que ce ne sont pas des sommes qu'on doit rembourser à plus ou moins long terme à des organismes extérieurs, les banques, etc., des organismes de crédit. Ce sont des sommes, par exemple, que vous apportez pour créer votre entreprise et donc qui font partie de vos propres capitaux. C'est pour ça qu'on appelle ça des capitaux propres. À l'inverse, vous avez toutes les sommes que vous devez à des organismes extérieurs, donc des dettes. Donc ça peut être des sommes dues à la banque, ça peut être des sommes dues à des fournisseurs, des sommes dues à l'État.
Donc ces sommes sont amenées à être remboursées à plus ou moins long terme. Quand on a donc établi un bilan, on peut voir à la fin de ce bilan si on est en situation de perte ou de bénéfice. Donc la perte ou le bénéfice qu'appelle ici le résultat se met du côté du capitaux propres, puisqu'en fait un bénéfice va augmenter vos biens propres à l'entreprise, donc va augmenter les capitaux propres, alors qu'une perte va diminuer donc ses capitaux propres. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi dans un bilan, c'est qu'on considère qu'un bilan, en fait, c'est comme une sorte de photographie de l'entreprise à un moment donné, parce que quand vous avez un bilan d'une année, ça permet de voir le patrimoine que vous avez à cette année-là. Donc c'est comme une photo. 2 ans après, on n'aura pas la même photo, on n'aura pas le même patrimoine. Donc c'est quelque chose qui est cumulatif, hein. C'est-à-dire que si on fait un bilan une année et qu'on refait un autre bilan l'année suivante ou 2 années plus tard, on va reprendre évidemment les montants des années précédentes. C'est quelque chose de cumulatif. Ce qui n'est pas le cas du document qu'on va établir après, qu'on va voir après, qui est le compte de résultat. Je voulais préciser également, mais on reviendra là-dessus, c'est que quand on pense bilan, on pense équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez vu qu'il y a 2 parties, la partie capitaux propres et la partie actifs immobilisés, qui sont des éléments durables dans l'entreprise. On parle d'emploi stable, de ressources stables. Alors que dans les 2 parties plus basses, c'est-à-dire l'actif séculant, donc comme je vous ai dit, qui représente une sorte de liquidité plus ou moins croissante. Et j'ai oublié de vous dire qu'au niveau du passif, on parle d'exigibilité croissante, c'est-à-dire que plus on descend vers le bas du passif, plus vous devez rapidement rembourser le montant que vous devez. Par exemple, si vous avez une dette à long terme, de plus de 5 ans, ce n'est pas une somme que vous allez rembourser tout de suite, alors que si vous devez payer un fournisseur à 15 jours, on dira que la dette fournisseur est plus exigible que par exemple les emprunts à 5 ans. On va passer à l'autre document de synthèse, donc, qui est le compte de résultat. Le compte de résultat est aussi évidemment divisé comme un compte entier en 2 parties. La partie gauche va, elle, représenter les charges, les dépenses que vous avez faites pendant un exercice comptable. Alors, vous voyez que là, je vous parle d'exercice comptable pour un compte de résultat, alors que je vous ai dit que pour un bilan, c'est comme si quelque chose de cumulatif, on prenait la photo de l'entreprise à un moment donné. Pour un compte de résultat, on va calculer le résultat sur un exercice pour déterminer si pendant cet exercice, on a fait un bénéfice ou une perte. Donc, côté gauche, on aura les charges, toutes les dépenses qui ont été effectuées. Et par rapport au plan comptable, on va reprendre les comptes de la classe 6. Et côté droit, on a les produits, c'est-à-dire toutes les recettes ou les rentrées d'argent dans l'entreprise pendant la période. Donc, ce qu'on appelle les produits. Et par rapport au plan comptable, on est dans la classe 7. Et par rapport au plan comptable, on parlera de classe 7. On a également, c'est important, une division ici de ce compte de résultat. Cette fois-ci, on aura 3 blocs bien distincts. On a la partie exploitation, qui fait partie donc de, comme son nom l'indique, de l'activité normale de l'entreprise, de l'exploitation de l'entreprise, acheter des marchandises, payer un plombier, donc ça fait partie du fonctionnement normal de l'entreprise. Vous avez la partie financière. Par exemple, si on a des charges financières, ce sont des charges qu'on doit payer parce qu'on a par exemple fait un emprunt, hein, qui ne font pas partie forcément du fonctionnement ou de l'exploitation de l'entreprise. Et vous avez la partie exceptionnelle, les charges exceptionnelles par exemple. Ça peut être parce que vous avez mal garé la camionnette de l'entreprise et que vous avez un PV. Donc
là, c'est une dépense qui va être exceptionnelle, qui ne fait pas partie de l'activité normale, on va dire, de votre entreprise. Côté produit, c'est le même raisonnement. On a la partie produit d'exploitation, donc tous les revenus que vous avez parce que ça fait partie du fonctionnement de votre entreprise, les produits financiers, par exemple parce que vous avez fait un placement financier, et les produits exceptionnels. Et on peut se repérer facilement dans cette classification avec le numéro de compte du plan comptable. C'est-à-dire que si on prend par exemple les charges d'exploitation, il faut regarder donc les deux premiers chiffres par exemple de votre plan comptable. Tous les comptes qui vont de 60 à 65 font partie des charges d'exploitation. Les comptes 66, les charges financières, les comptes 67, les charges exceptionnelles. Donc vous voyez qu'il y a un petit jeu, une petite... on se repère, si vous voulez, au deuxième chiffre après la classe. De 0 à 5, on est dans la partie exploitation, 6, partie financière, et 7, partie exceptionnelle. On a exactement le même raisonnement côté produit. De 70 à 75, produits d'exploitation, 76, produits financiers, et 77, produits exceptionnels. Ensuite, on va donc calculer, comme je vous ai dit tout à l'heure, le résultat donc de l'exercice. Est-ce qu'on a fait un bénéfice ou une perte? Donc, on va comparer les total des produits avec le total des charges. Si le total des produits est évidemment supérieur au total des charges, on a un bénéfice. Et dans le cas contraire, on a une perte. Donc, si on veut respecter le principe, la partie double, si vous avez un bénéfice, le bénéfice, vous le voyez ici, et du côté des charges, ça permettrait d'avoir le même total des deux côtés. Et si on a une perte, la perte, on la retrouve ici côté produit pour avoir le même totaux des deux côtés. Alors, on va voir tout ça en détail avec un exemple d'application. Pour cela, je vais déjà séparer mon écran en deux parties. Ce sera plus facile pour comprendre. Donc, je vais le réduire à 75%. Voilà. Et je vais avoir d'un côté le texte qui me permettra de commencer par le journal général et à droite donc le journal donc établi. Je vais pas expliquer toutes les écritures, mais je vais expliquer le principe et après je vous laisserai donc jeter un coup d'œil sur les écritures suivantes. On a une entreprise donc qui passe des écritures pour le mois de décembre d'une année. On va commencer par le 1er décembre. Le 1er décembre, donc, on a apporté 200 000 euros qu'on a déposé à la banque. Donc, c'est un capital qu'on apporte et qu'on dépose à la banque. Donc, dans le journal général, vous avez la date donc, de l'opération. Ça se passe le 1er décembre. Dans ma partie numéro de compte, donc, je commence, comme je vous ai dit tout à l'heure, à débiter le compte 512. Et je mets le nom du compte, le montant au débit et le compte 101 capital. Vous voyez que j'ai respecté ici un petit décalage qui permet d'avoir une lisibilité plus fluide. C'est-à-dire ici, je n'ai pas mis le nom du compte capital juste en dessous. Au bout d'un moment, ça devient rapidement indigeste. Donc j'ai mis ici le nom du compte capital et la somme est créditée. Comme libellé, j'ai mis une petite phrase du style apport en capital. Comme ça permet de savoir que cette écriture, donc c'est pour un apport en capital. Et je passe à l'écriture suivante. Pardon, l'écriture suivante, j'achète un matériel industriel payé par chèque pour un montant de 150 000 euros. Donc je mets comme tout à l'heure la date, le numéro de compte débité, matériel industriel, le montant au débit,
Et au crédit, je mettrai donc 512 la banque avec le même montant. Et vous voyez qu'en guise de libellé, ici, j'ai tout simplement mis le numéro du chèque. Comme ça, si on fait une recherche, à partir du chèque 1012, on saura donc rapidement que c'est en rapport avec l'achat du matériel industriel. Alors vous avez ensuite les autres écritures que je vous laisse regarder un moment. Pour chaque écriture, vous avez les comptes débités, comptes crédités et les libellés bien sûr, avec les dates. Donc les écritures donc, du 4 où on vend des marchandises, l'écriture du 8 où on vend également des marchandises mais à crédit, l'écriture du 16 où on achète cette fois-ci à crédit des marchandises, l'écriture du 18 ici où on vend au comptant donc des marchandises réglées, donc une partie par caisse, une partie par banque. Donc là vous avez toute l'écriture, la banque, la caisse et vente de marchandises. Je vous fais voir l'écriture suivante du 19. L'écriture donc du 20. Voilà. Et vous ne l'avez pas ici, donc je vous montre rapidement en descendant du côté gauche les autres écritures, c'est-à-dire l'écriture du 21, on reçoit un chèque d'un client, voilà. L'écriture du 26, on a envoyé un chèque à un fournisseur, donc ici le 26. L'écriture du 31, où on a payé un loyer par banque et un salaire en espèces, sachant que bon, actuellement c'est pas évident de faire un chèque de 7000 € puisqu'il y a des règles là-dessus nouvelles. Donc là c'est un exemple. On va supposer que l'ouvrier a été payé en espèces pour 7000 € et voilà donc l'écriture concernée. Je vous laisse regarder un peu. Donc, comme on a fini notre journal, on a vu que l'étape suivante, donc, c'était établir un grand livre. Le grand livre, c'est en fait reprendre tous les comptes du journal, reprendre les montants au débit, les montants au crédit et calculer le solde. Donc, juste pour le principe, je n'ai pas fait un grand livre de tous les comptes, mais c'est juste pour que vous compreniez le principe. Je l'ai fait pour 3 comptes. Le compte capital qui est là, par exemple, on a 200 000 au crédit. On va parcourir l'ensemble du journal pour savoir s'il y a une autre écriture concernée par le compte capital. Il se trouve qu'il n'y en a pas. Donc la seule somme qui concerne le compte capital, c'est ces 200 000 au 1er décembre. Donc je fais le total de mon compte. Et je calcule le solde, donc c'est un solde créditeur puisqu'il n'y a rien au débit. Donc j'ai bien solde créditeur de 200 000. Ensuite, j'ai pris un autre compte qui est le compte matériel industriel. Donc matériel industriel, on a au débit 150 000. Donc je cherche dans l'ensemble du journal si ce compte apparaît encore une fois. Il se trouve que non. Donc j'ai rien du tout côté crédit. Et donc j'ai un total de 150 000 et un solde de débiteur de 150 000. J'aimerais préciser ce que c'est important pour ceux qui découvrent la comptabilité, que c'est quelque chose d'assez fastidieux au niveau de ces documents-là. C'est que moi, ce que je fais
habituellement, c'est que je barre au fur et à mesure les comptes donc, que je mets sous forme de grand livre, c'est-à-dire, en principe, j'aurais dû commencer par 512. Donc, je trace mon compte 512. Je vérifie toutes les sommes qui sont concernées par 512, au débit et au crédit. Voilà, je vérifie. Partout où il y a 512. Je fais, comme tout à l'heure, le totaux des débits, totaux crédit. Et ensuite, je calcule le solde. Une fois que j'ai fini, j'attaque le compte 101. Pareil, et comme ça, progressivement, vous voyez, vous liquidez tous vos comptes et vous êtes sûr de ne pas en oublier. Donc ça, c'est une astuce qu'il faudra utiliser si vous faites manuellement, si vous établissez manuellement le grand livre. J'ai dit si vous le faites parce que, bon, on est quand même aujourd'hui en 2017, donc la plupart des entreprises utilisent des logiciels ou des logiciels de gestion intégrés qui vous établissent automatiquement ces documents, c'est-à-dire le grand livre et la balance qu'on va avoir après, en exemple. Donc, mais si vous avez, il faut quand même savoir comment ça fonctionne, à le faire manuellement, l'astuce que je vous donne, c'est quand vous faites votre grand livre, c'est de barrer au fur et à mesure vos comptes. Ça va aller très vite et vous verrez qu'il y a des comptes que vous aurez déjà utilisés, qui sont déjà barrés et vous n'aurez pas à revenir dessus. Donc j'ai ici un exemple, un grand livre pour le capital, un grand livre pour le matériel industriel, un grand livre pour le compte fournisseur où il y avait des sommes au débit, des sommes au crédit avec un solde. Donc ça, on le fait pour l'ensemble de tous les comptes du journal dans le but d'établir donc une balance. Donc la balance par rapport à mon exemple va se présenter comme ceci, c'est le document que vous avez à gauche. Donc comme je vous ai dit, on va classer les comptes du grand livre dans l'ordre ici des classes du plan comptable. Vous voyez que j'ai commencé par le compte 101, donc qui est dans la classe 1. Ensuite, le compte de la classe 2. Voilà, vous voyez ici, j'ai deux comptes de la classe 4. J'ai 401 et 411. Évidemment, j'ai commencé par mettre 401. Ensuite, deux comptes de la classe 5. 512 banque, 530 caisse. Et j'ai évidemment commencé par la banque. Après, j'ai tous mes comptes de charges. Là aussi, j'ai respecté un ordre. Je ne sais pas si vous le voyez. 60, 61, 62, 64. Et j'ai terminé par mon compte de la classe 7. Je fais donc mes totaux des totaux du grand livre. C'est-à-dire ici, dans cette colonne, j'ai pris le totaux de tous les comptes débités, comptes crédités. Et là, vous voyez, j'ai un solde identique, des totaux identiques, pardon. Donc ça veut dire qu'en fait, déjà à ce niveau-là, je peux considérer que ma partie double a été respectée. Au niveau des soldes, pareil, il faut vérifier si vous avez les mêmes totaux ici des deux côtés. Si c'est le cas, ça veut dire que votre balance est équilibrée et que vous avez respecté la partie double. Alors, qu'est-ce qu'on fait la balance? On arrive à l'essentiel, l'élément le plus important qu'on vous demandera de faire, ou que le logiciel, encore une fois, pourra faire tout seul, c'est établir en fin d'exercice un bilan et un compte de résultats. On va commencer par le bilan. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux parties bien distinctes, l'actif immobilisé et l'actif circulant. L'actif immobilisé, dans notre petit exemple ici, ne reprendra qu'un seul poste, c'est-à-dire le matériel industriel. Donc, on mettra dans l'actif immobilisé le montant correspondant au matériel industriel. Donc, ça nous fait un premier total. Ici, 150 000. Ensuite, la deuxième partie
actifs circulants, donc tous les comptes, on va dire, de la classe 4 et 5. S'il y avait des comptes de la classe 3 aussi, hein, j'ai oublié de préciser. Les stocks, par exemple, font partie de l'actif circulant. Mais dans notre exemple ici, il n'y a pas de compte de la classe 3. Donc, on va prendre le compte client. Évidemment, il ne faut pas prendre le compte fournisseur, puisque le compte fournisseur, lui, par contre, on va plutôt le retrouver dans les dettes. Donc, le client pour le solde, banque et caisse. Ça nous donne un deuxième total. Et donc, on a total 1 pour 150 000 et total 2 pour 97 975 qui donne un total général de 247 975. Côté passif, évidemment le capital qui a un solde créditeur. Le résultat, alors je vous conseille pour l'instant le résultat de ne pas chercher à le calculer puisque le résultat va dépendre du total que vous aurez dans les sommes au crédit, dans les sommes du passif à comparer par le total qu'on va avoir à l'actif. C'est-à-dire que dans cet exemple, on a 247 975 comme total actif. Dans le passif, avant le résultat, on avait 200 000 en capital et 4 000 en fournisseur. Donc, quand on fait le total, on a bien ici 204 000 qu'on va comparer avec les 247 975 de l'actif. Donc, on se rend compte qu'on a cette fois-ci un bénéfice dans la mesure où l'actif est supérieur à notre total du passif. Donc, ce résultat, comme je vous ai dit, va augmenter nos capitaux propres. Donc, on va les mettre à ce niveau. À savoir que si on avait une perte, encore une fois, on l'aurait mise également ici, mais avec le signe moins. Voilà. Donc, on a bien établi notre bilan avec, à la fin, évidemment, les deux totaux, puisque ça permet de vérifier également que la partie double est respectée. Il faut qu'on ait le même total à l'actif du bilan et au passif du bilan. Et vous voyez bien qu'on a pris dans le bilan que les comptes de la classe 1 à la classe 5. Pour le compte de résultat, là aussi, je vous ai expliqué tout à l'heure, on a dit qu'à gauche, on mettait les charges, donc les comptes de la classe 6, et qu'à droite, on mettait les produits, compte de la classe 7. On avait dit également qu'il y a une division en 3 parties, la partie exploitation, la partie financière et la partie exceptionnelle, en se référant au numéro de compte. Donc, ici, on a notre balance. Évidemment, on va s'occuper uniquement des 5 sommes, ou des 5 comptes, pardon, restants. Donc, pour la partie charge d'exploitation, on a dit les comptes de 60 à 65, donc on va pratiquement tout prendre. Donc, de 607 à 641, et on mettra donc les soldes de ces comptes ici, 22 000, 5 400, etc. On fera un premier total donc pour les charges d'exploitation. Les charges financières, donc, commencent par le compte 66. Il se trouve que dans notre exemple simplifié ici, il n'y en a pas. Donc, on ne mettra rien du tout. Et on avait dit que les charges exceptionnelles sont des comptes qui commencent par 67. Et dans notre exemple simple, il n'y en a pas non plus. Donc, si on fait le total de nos charges, on a donc uniquement le montant des charges d'exploitation à mettre dans total charge. Ensuite, on va s'intéresser aux produits. Là aussi, avec l'exemple très simplifié que vous avez devant vous, on a uniquement que des produits d'exploitation, c'est-à-dire le vente de marchandises. Donc, on prend le solde du compte vente de marchandises qui donne un total 1,
il n'y a pas de total 2 puisqu'il n'y a pas de produit financier. Il n'y a pas évidemment de produit exceptionnel. Donc on se retrouve avec donc 78 500 en total produit. On a ici 78 500 total produit contre 34 525 en charge. Donc forcément, on a un bénéfice puisque les produits sont supérieurs aux charges. Et quand on fait la différence entre les deux, on calcule donc le résultat qui est ici un bénéfice. Et on va le mettre, comme je vous ai dit, côté charge, juste pour avoir l'équilibre sur les deux documents, enfin sur les deux parties du compte de résultat. Comme ça, vous avez exactement le même total côté charge et côté produit. Donc là, je vous ai montré d'une façon succincte comment on enregistre les écritures dans un document qu'on appelle donc le journal général. Je vous ai dit également, et c'est important parce que il faut avoir la logique comptable. Il faut également savoir que maintenant les comptables n'établissent pas forcément ces documents à la main, comme ça se faisait il y a très longtemps. En tout cas, moi je l'ai connu. Et que maintenant, quand on vous demande de saisir vos écritures journalières, vous le faites soit à partir d'un logiciel, vous les connaissez, Ciel, BP, etc. Ou même, c'est encore mieux, à partir d'un logiciel de gestion intégrée comme Cegid, comme EBP, etc. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour du journal, grand livre, balance, bilan et compte de résultats. Je vous remercie.